Ce matin-là, Adama, la jeune domestique, attendait Obina près de la porte. Elle se mit à genoux, les larmes aux yeux. « S'il vous plaît, monsieur, ne sortez pas aujourd'hui. J'ai fait un rêve très clair cette nuit. Vous portiez cette tenue, vous êtes monté dans la voiture, et vous n'êtes jamais revenu. Il y avait du sang, des cris, c'était horrible. » Obina, riche homme d'affaires, la regarda, surpris. Il pensait d'abord qu'elle exagérait. Mais quelque chose dans sa voix, dans ses yeux, semblait vrai. Sa femme, Ngozi, descendit les escaliers et rit froidement. Elle raconte encore ses bêtises. Tu vas rater un contrat important pour ça? Mais Obina sentait son cœur lourd. Une voix intérieure lui disait de rester. Alors, il posa ses clés sur la table, et retourna s'asseoir, silencieux. Ce jour-là, sans le savoir, il venait d'échapper à un drame. Et tout avait commencé, par un rêve. Obina était resté chez lui, silencieux, troublé par les paroles d'Adama. Il aurait dû être à un rendez-vous important avec des investisseurs. Mais son cœur lui disait de rester. Assis dans le salon, il fixait le vide. Son téléphone vibra. C'était Shuka, son associé. « Tu es où? Les investisseurs sont là. » J'ai annulé, murmura Obina. Tu as fait quoi? Tu sais ce qu'on perd? Obina ne répondit pas. Il sentait que quelque chose de grave aurait pu arriver. Quelques minutes plus tard, un autre appel arriva. C'était Fahmi, sa secrétaire. Monsieur, votre chauffeur Sean a eu un accident. Un camion a percuté votre voiture sur le pont de Teur de Mainland. Il est à l'hôpital, inconscient. Obina resta figé. C'était exactement la route qu'il devait prendre. Ngozi entra dans la pièce. Pourquoi tu restes ici? L'accident. Sean. Et alors? Tu n'es pas mort, non? Obina la regarda. Aucun choc, aucune émotion. Juste du mépris. Là, il comprit, quelque chose ne tournait pas rond dans sa maison. Obina était un homme riche, mais discret. Il ne faisait pas de bruit sur les réseaux sociaux. Pas de fêtes extravagantes, pas d'interviews, pas de luxe affiché. Pourtant, dans le monde de l'immobilier au Nigeria, son nom était respecté. Avec son meilleur ami Shuka, il avait créé Ezingbo Estate, une grande entreprise immobilière. Ils avaient commencé dans un petit bureau à Yaba, avec un seul ordinateur. Obina était calme et stratégique. Shuka, lui, était souriant, audacieux, toujours prêt à convaincre. Ensemble, ils avaient fait fortune. Les gens admiraient leur amitié. On disait souvent qu'ils étaient comme des frères. Mais au fond de lui, Obina savait qu'ils étaient très différents. Chez lui, Obina vivait dans une belle maison, avec sa femme Ngozi. Belle, élégante, toujours bien maquillée. Aux yeux des autres, ils formaient un couple parfait. Mais en réalité, leur mariage était froid. Obina avait épousé Ngozi par amour. Mais elle voulait surtout le confort. Elle ne cuisinait pas, ne parlait pas beaucoup, et détestait les domestiques. En 2 ans, elle en avait renvoyé 6. Toujours pour des raisons absurdes. Elle respire trop fort. Elle marche comme une villageoise. Elle regarde trop la télévision. À chaque fois, Obina revenait du travail et découvrait les valises d'une autre servante à la porte. Quand il essayait de protester, Ngozi répondait. Ce n'est pas une école ici. Si je ne veux pas de quelqu'un, elle part. Point. Fatigué des disputes, Obina avait cessé de parler. Puis, un jour, Ngozi lui annonça. J'ai trouvé une nouvelle fille. Elle arrive demain. C'est ainsi qu'Adama fit son entrée. Silencieuse, respectueuse, travailleuse. En quelques heures, elle mit la maison en ordre. Obina la remarqua tout de suite. Et ce qu'il ressentit, ce n'était pas de l'amour. C'était de la paix. Dès son arrivée, Adama transforma la maison. Elle ne parlait presque pas, marchait doucement, toujours concentrée sur ses tâches.
À peine entrée, elle avait balayé, lavé les toilettes d'invités, nettoyé les fenêtres et rangé le garde-manger, sans qu'on ne lui dise rien. Elle ne posait pas de questions, ne touchait à rien qui ne lui appartenait. On sentait qu'elle voulait juste bien faire son travail, sans se faire remarquer. Même Ngozi, pourtant dure avec toutes les domestiques, dit un soir en soupirant. Elle est moins agaçante que les autres. C'était peut-être le seul compliment qu'Obina avait entendu sortir de la bouche de sa femme depuis longtemps. Jour après jour, Adama apportait quelque chose que personne n'avait encore apporté dans cette maison, le silence, le vrai. Pas un silence froid ou tendu, mais un silence paisible. Le genre de silence qui repose l'âme. Obina rentrait du bureau et trouvait tout en ordre. Le sol brillait. Les vêtements étaient repassés et rangés. Le repas était chaud. La télévision était éteinte. Et surtout, personne ne criait. Un soir, en traversant le salon, il la vit en train de plier du linge. Ses gestes étaient précis, calmes. Elle ne chantait pas, elle ne râlait pas. Elle faisait son travail comme si chaque pli comptait. Il s'arrêta un instant pour l'observer. Ce n'était pas du désir. C'était de la curiosité. Cette jeune femme semblait porter la paix en elle. Une paix simple, mais rare. Elle était comme un souffle de vent dans une maison fermée depuis trop longtemps. Obina se surprit à penser. Enfin, quelqu'un qui apporte un peu de paix ici. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la paix n'était pas la raison pour laquelle Adama était entrée dans sa vie. Elle n'était pas là seulement pour ranger les chambres ou faire la cuisine. Elle était là pour quelque chose de beaucoup plus grand. Quelque chose qu'aucun d'eux ne voyait encore. Dans cette maison pleine de secrets, de tensions et de mensonges bien cachés, Adama, avec ses pas silencieux et son regard calme, était comme une lumière douce dans une pièce sombre. Et cette lumière allait bientôt tout révéler. Quelques jours après l'accident évité, la tension n'avait pas disparu. Au contraire, quelque chose d'invisible flottait dans l'air. Obina parlait peu. Il observait. Il écoutait. Un matin, pendant qu'il était dans la salle à manger, Ngozi sortit répondre à un appel. La pièce devint silencieuse. Adama, venue débarrasser la table, s'approcha sans bruit. Elle se pencha légèrement, ramassa une serviette tombée au sol, puis murmura, presque sans bouger les lèvres. « Monsieur, s'il vous plaît, ne signez aucun document cette semaine. » Obina leva les yeux, surpris. « Pourquoi ?» demanda-t-il doucement. Adama regarda autour d'elle, puis répondit d'une voix encore plus basse. « J'ai fait un rêve cette nuit. Vous étiez dans votre bureau. Vous signez un papier, et après, tout s'est effondré. Votre entreprise a fermé. Vos comptes ont été bloqués. Et vous, vous étiez arrêté. Avec des menottes. Des policiers vous emmenaient, et vous disiez, mais je n'ai rien fait. » Obina resta figé. Un frisson le parcourut. Avant qu'il puisse dire un mot, Ngozi réapparut dans la pièce. Adama prit le plateau et sortit calmement, comme si elle n'avait rien dit. Mais les mots étaient restés. Ils avaient glissé dans l'esprit d'Obina comme des gouttes de pluie sur une vitre, silencieux, mais persistants. 2 jours plus tard, Shuka, son associé et ami de toujours, débarqua chez lui, comme à son habitude, bruyant, parfumé, souriant. « Mon gars! Dieu merci tu n'étais pas dans la voiture ce jour-là. » Ils discutèrent. Puis Shuka sortit un dossier. « Voilà les papiers pour le deal de Dubaï. Il ne manque que ta signature. » Obina prit les documents. Il sourit, mais au fond de lui, son cœur se serra. En feuilletant les pages, des chiffres lui parurent étranges. Un compte bancaire ne lui disait rien. Et soudain, la voix d'Adama lui revint. « Si vous signez, vous perdrez tout, même votre liberté. » Obina referma doucement le dossier. « Je vais prendre un peu de temps pour relire, » dit-il. Shuka haussa les épaules, confiant. Il ne savait pas que la vérité venait de commencer à sortir de l'ombre. Le dossier était posé sur le bureau. Obina l'ouvrit de nouveau dans la soirée, seul dans son bureau à la maison.
Il prit son temps, relisant chaque ligne avec attention. Quelque chose n'allait pas. Les montants inscrits ne correspondaient pas à ce qu'il avait entendu lors des réunions. La valeur du terrain était sous-évaluée. Et surtout, un numéro de compte étranger apparaissait sur la page finale. Un compte qu'il ne reconnaissait pas. Le doute s'installa. Obina se leva, marcha lentement dans la pièce. Adama lui avait parlé de prison, de documents, de chute. Et si ce n'était pas un simple rêve? Et si c'était un avertissement? Il prit son téléphone et appela Ikena, un ami de longue date, expert en finance. Je t'envoie un document. J'ai besoin que tu vérifies certaines choses pour moi, discrètement. Le lendemain, Ikena le rappela. Sa voix était sérieuse. Obina, ce que j'ai vu est grave. Très grave. Pendant plus de 2 ans, Shuka, son ami et associé, avait créé de faux projets immobiliers. Il utilisait le nom d'Ezingbo Estate pour détourner de l'argent vers des comptes offshore, cachés derrière des sociétés écrans. Tout était bien fait, presque impossible à détecter. Mais grâce aux détails du contrat de Dubaï, les traces étaient là. Obina sentit un poids tomber sur ses épaules. Shuka, son frère d'affaires, l'avait trahi. Ce n'était pas juste une erreur. C'était un vol organisé, une trahison froide. Il se souvint alors de tous les moments partagés avec lui, les débuts dans leur petit bureau, les projets rêvés ensemble, les photos de leur premier succès. Tout cela venait de perdre son sens. Et comme si ce n'était pas suffisant, Obina sentit que cette trahison n'était peut-être pas la seule. Ngozi devenait étrange, distante, plus agressive avec Adama. Et à chaque fois que le sujet de Shuka revenait, elle changeait de conversation ou quittait la pièce. Obina ne dit rien. Il garda le silence. Mais désormais, il savait. Et il ne signerait rien. Le piège avait été tendu depuis longtemps. Mais grâce à l'alerte d'Adama, il venait d'en sortir avant qu'il ne se referme sur lui. La guerre, elle, ne faisait que commencer. Depuis quelques jours, Ngozi ne supportait plus la présence d'Adama dans la maison. Chaque geste de la domestique l'agaçait, la façon dont elle servait le repas, marchait dans le couloir ou même baissait les yeux quand elle parlait. Elle est trop à l'aise dans cette maison, s'emporta-t-elle un matin, en claquant un tiroir. Elle fait juste bien son travail, répondit calmement Obina, sans lever les yeux. Non. Elle est trop silencieuse. Trop maligne. Je ne lui fais pas confiance. Mais Obina ne disait plus grand-chose. Il observait. Cette nuit-là, alors qu'Obina travaillait dans son bureau, Ngozi s'enferma dans la chambre d'amis. Elle était en colère. Elle n'arrivait plus à contrôler son mari comme avant. Il s'éloignait. Il écoutait Adama. Et cela l'effrayait. Elle sortit son téléphone et appela Shuka. Sa voix tremblait de frustration. Je n'en peux plus. Je suffoque. Qu'est-ce qu'il se passe encore? Répondit Shuka, fatigué. Il protège cette fille. Il refuse de la renvoyer. Elle interfère dans tout. Et toi, tu ne dis rien. C'est juste une domestique, Ngozi. Non, Shuka. Ce n'est pas une simple domestique. C'est une malédiction. Elle nous observe. Elle sent tout. Elle gâche tout. Il y eut un silence. Puis, Ngozi craqua. Tu m'as dit d'épouser Obina. Tu m'as promis qu'on aurait accès à l'entreprise, à son argent, qu'on construirait notre avenir. Et maintenant? On n'a rien. Chaque plan échoue. À cause d'elle. Shuka soupira. Tu te souviens du soir où on a envoyé ces gars pour l'intercepter sur la route? Oui. Des hommes armés. Ils l'attendaient. Mais il n'est jamais passé. Parce qu'elle l'a appelé. Elle lui a dit de changer de chemin. Ngozi se mit à pleurer. Je déteste cette maison. Je déteste ce rôle. Je n'aime pas dormir à côté d'un homme que je ne supporte plus. Shuka murmura. Tu m'aimes, moi? Oui. Et c'est pour ça que j'ai tout fait. Mais maintenant,
Tout s'effondre. Ce soir-là, ils comprirent que leur plan échouait. Et Adama, sans le vouloir, était en train de tout détruire, simplement en disant la vérité. Le samedi soir était calme. Obina était sur le balcon, un verre d'eau à la main, lisant des rapports financiers. Dans le salon, Ngozi apparut, élégante, habillée d'une robe de voyage moulante, un foulard léger autour de la tête, ses ongles fraîchement faits. « Je pars demain matin », annonça T.L. « Où vas-tu » demanda Obina sans lever les yeux. « À Akure. Mon père est malade. Je dois aller le voir. Je rentrerai lundi. » Obina hocha la tête. « D'accord. Pas de câlin. Pas de sourire. Pas même un « fais attention ». Ngozi sentit un malaise, mais elle tourna les talons avec un sourire forcé. Le lendemain matin, à 7h15, elle quitta la maison. Sac de marque à la main, sourire doux sur les lèvres. Elle embrassa légèrement Obina sur la joue. Il répondit par un regard neutre. À 9h03, Obina reçut le premier message de l'enquêteur privé qui l'avait engagé. Elle est à Victoria Island. Boutique hôtel, chambre 406. Non utilisé, Madame Toluogène. À 9h47, deuxième message. Shuka est arrivé. Casquette basse, lunettes noires. Il est monté directement. Même chambre. Obina ne fut pas surpris. La vérité, il la connaissait déjà. Ce n'était que la confirmation. À 18h20, vêtu simplement, il arriva lui-même à l'hôtel dans une voiture discrète. Il entra calmement, parla doucement à la réceptionniste. Un gros billet changea de main, et il reçut un double des clés. Il monta. Pas de colère. Pas de panique. Il ouvrit doucement la porte. Ngozi, en peignoir blanc, tenait un verre de vin près du minibar. Shuka, torse nu, était sur le canapé, regardant son téléphone. Ils levèrent les yeux. Le silence fut immédiat. Obina entra, referma doucement la porte. Il les regarda tous les deux. Aucune larme. Aucun cri. Ne mentez pas, dit-il calmement. Pas ici. Ngozi, bouche ouverte, ne dit rien. Shuka essaya un sourire nerveux. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que je crois, répondit Obina. Et même pire. Le regard qu'il leur lança n'était pas celui d'un homme en colère. C'était celui d'un homme, qui voyait enfin clair. Ce soir-là, le divorce n'était plus une menace. C'était une évidence. Le soir même, Obina rentra seul à la maison. Il ne dit rien. Il ne mangea pas. Il resta dans son bureau, dans le noir, les yeux posés sur le vide. Il n'avait pas pleuré. Il n'avait pas crié. Le choc ne l'écrasait pas, il l'enfermait. Le lendemain, il appela 2 personnes, son avocat et le comptable de l'entreprise. Préparer les papiers de divorce. Et commencer le processus pour racheter les parts de Shuka. Je veux qu'il disparaisse de l'entreprise. Sa voix était calme, mais son cœur était en feu. Pendant 2 jours, Obina ne parla à personne. Il ne toucha pas à sa nourriture. Il ne sortit même pas de sa chambre. La grande maison semblait encore plus vide. Chaque meuble brillait, mais aucun ne réconfortait. Chaque photo accrochée au mur lui rappelait ce qu'il avait perdu. Sa confiance. Son amitié. Son amour. Mais au milieu de tout ce vide, il y avait Adama. Toujours silencieuse, toujours discrète. Elle faisait son travail comme si rien ne s'était passé. Elle balayait les coins, nettoyait les verres, réchauffait les repas. Elle ne posait pas de questions, ne forçait aucune conversation. Elle était là. Simplement là. Et pour Obina, c'était assez. Un matin, il la vit ranger les coussins du canapé. Elle leva brièvement les yeux vers lui. Leurs regards se croisèrent. Elle baissa la tête doucement, puis repartit. À ce moment précis, il comprit quelque chose, tout le monde autour de lui avait joué un rôle.
Ngozi avait menti. Shuka l'avait trahi. Mais Adama n'avait jamais menti. Elle avait dit la vérité, même si cela pouvait lui coûter sa place. Et maintenant qu'il n'avait plus rien, elle était la seule présence encore digne dans sa vie. La chute d'Obina n'avait pas fait de bruit. Elle s'était faite dans le silence, dans les murs froids de sa maison vide. Mais dans ce silence, une seule chose brillait encore, la loyauté silencieuse d'une domestique qu'il avait presque oubliée. La nuit était tombée sur la maison. Les lumières tamisées donnaient au salon une atmosphère douce, presque irréelle. Le silence, encore une fois, régnait. Mais cette fois, ce n'était pas un silence lourd ou triste. C'était un silence de faim. Obina était assis seul, le regard perdu dans les motifs du tapis. Ses pensées tournaient encore autour de tout ce qu'il avait vécu, la trahison, la douleur, l'isolement, et la vérité. C'est alors qu'Adama entra. Elle ne fit aucun bruit. Elle ne chercha pas à attirer l'attention. Elle se plaça simplement dans le salon, droite, paisible, les mains jointes devant elle. « Monsieur Obina, dit-elle calmement, je voulais vous parler. » Il leva les yeux. Rien dans son regard ne montrait de surprise. C'était comme s'il savait que ce moment allait venir. « Je pars demain matin, ajouta-t-elle. Ma mission ici est terminée. Obina se redressa légèrement. Tu n'es pas obligé de partir, dit-il. Tu peux rester ici autant que tu veux. Tu es la seule personne qui ne m'ait pas fait de mal. Adama sourit doucement, un sourire triste mais serein. Je n'étais pas renvoyé pour rester. J'étais là pour vous sauver. Obina voulut parler, mais aucun mot ne sortit. Il sentit sa gorge se serrer. Adama continua. Si vous aviez signé ces documents, vous auriez perdu votre entreprise, votre nom, votre liberté. Et personne n'aurait pleuré pour vous, sauf peut-être moi. Je sais, murmura-t-il. Elle fit un pas en arrière, comme pour se préparer à partir. Mais avant, elle lui laissa ces mots. Vivez les yeux ouverts. Faites confiance lentement. Aimez prudemment. Et surtout, observez toujours. Tout le monde ne sourit pas avec de bonnes intentions. Obina hocha lentement la tête. Chaque mot frappait fort, mais juste. Tu es plus qu'une domestique, dit-il enfin. Je ne suis qu'une femme qui dit la vérité. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut. Elle tourna les talons, marcha jusqu'à la porte. Avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. Vous allez guérir, monsieur Obina. Mais ne guérissez pas pour oublier. Guérissez pour comprendre. Puis elle disparut dans le couloir, laissant derrière elle un vide, mais aussi une lumière. Obina resta debout, figé, longtemps. Il venait de perdre une présence rare, mais il savait désormais ce qu'il devait reconstruire, sa vie, sa foi, sa vérité. Un an s'était écoulé depuis cette nuit où Adama avait quitté la maison. En 12 mois, Obina avait lentement reconstruit sa vie. Il avait pris le contrôle total de Ezingbo Estate, nettoyé la société de toute trace de Shuka, refusé les pots de vin, fermé les projets douteux, et recruté une nouvelle équipe de jeunes talents honnêtes. Mais surtout, il avait commencé à se reconstruire lui-même. Il réapprit à marcher seul dans le calme, à sourire sans effort, à manger avec plaisir. Sa maison, autrefois pleine de luxe mais vide de paix, respirait désormais la simplicité et la lumière. Les rideaux laissaient passer le soleil. Il n'y avait plus de cris, plus de regards froids. Il vivait, en paix. Un soir, lors d'une vente de charité pour les enfants orphelins, Obina fit la rencontre d'une femme. Elle ne connaissait ni son nom, ni sa fortune. Elle parlait de livres, d'enfants et de cuisine locale. Elle riait doucement, posait des questions simples, et ne regardait jamais sa montre. Il ne la pressa pas. Il ne chercha pas à l'impressionner. Il l'écouta. Il observa. Et cette fois, il laissa le temps faire les choses. Sous un ciel étoilé, ils se tinrent la main. Et pour la première fois depuis longtemps, Obina sentit que l'amour n'était plus un piège,
mais une promesse. Pendant ce temps, dans une ville plus petite, une voiture noire s'arrêta devant une maison usée par le temps. Les murs étaient fissurés, l'ambiance pesante. Une femme aux yeux fatigués ouvrit la porte, les traits tirés par des jours de larmes. Une jeune femme se tenait là, simple robe, chaussures plates, cheveux tirés en arrière, calme comme toujours. Elle sourit doucement. « Bonjour. Je suis la nouvelle femme de ménage. » C'était Adama. À l'intérieur, un homme s'apprêtait à détruire son mariage à cause d'une liaison avec sa secrétaire. Sa femme le savait, mais il niait. Les disputes étaient devenues quotidiennes. Le foyer s'effondrait. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que la femme à la porte n'était pas là pour nettoyer la poussière, mais pour dévoiler les vérités. Là où Adama entrait, les masques tombaient. Et la lumière revenait toujours.